مساء الخير. نحن معكم مرة جديدة مباشرة من البيال لنغطي حصريا معرض الكتاب الفرنكوفوني بنهاره الثالث، واليوم أبرز نشاطات هذا النهار رح نستعرضهم سوا. رح يكون عندي مقابلات مع أبرز كتاب الفرنكوفونيين، منهم عالميين ومنهم لبنانيين: فاروق مردنبي، بيير كونيسا، جان بول نويل بونكرازي، والكاتب والقاضي اللبناني بيتر جيمينوس. وأولا بحب أبدأ بمسابقة l'auteur du jour، ورح أعطي أكيد 3 معلومات، وهن أولاً هو مؤرخ فرنسي ومتخصص بشؤون الشرق الأوسط، وتوقيعه هو اليوم. وبرجع بعيدهم. Donc les 3 indices: il est historien français, un des plus grands spécialistes du Moyen-Orient, et il signe son ouvrage aujourd'hui. يعني لجواباتكم بدكم اكيد تجاوبوا على التويتر اكاونت @l'auteur du jour. وهلا اكيد بنتقل لزميلتي إلسا. بونسوار كارين، مساء الخير للجميع. اليوم الرابع على التوالي معكم نحن من معرض الكتاب الفرنكوفوني مباشرة من البيال. Ici, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. On est en fait à J-1 du grand événement, le grand événement demain, l'Académie Goncourt qui va être ici au Biel pour proclamer sa 2e sélection donc de ce prix prestigieux. Demain, nous aurons donc une émission spéciale à propos du prix Goncourt. Mais avant, aujourd'hui également, il y a plein d'activités qui se passent. Et nous avons avec nous comme premier invité Monsieur Salah Gemrich. Bonsoir. 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 Vous venez d'animer ou bien de participer à une table ronde sur la traduction. La traduction, un art, un échange. D'abord, c'est quoi la traduction pour vous? C'est une aventure. On a parlé aussi du fait que le traducteur est souvent ignoré. Pas aujourd'hui, peut-être moins aujourd'hui, mais le travail de traducteur est souvent un travail de recréation. Donc il y a un processus d'appropriation du texte, et à un certain moment peut-être, puisque moi j'ai fait aussi ce qu'on appelle le nègre aussi, il y a un rapprochement entre le traducteur et le nègre, qui est le rapprochement, c'est la dépossession. Quand la traduction est très bien faite, est-ce que le traducteur ne se sent pas dépossédé à un certain moment? Et d'ailleurs, ce qui nous intéresse également, c'est quelque chose qui a trait à la traduction que vous avez vous-même inventé, qui est passionnant, c'est le dictionnaire des mots français d'origine arabe. Combien y en a-t-il exactement? D'origine arabe, dans mon dictionnaire, il y en a près de 400, 391 exactement, mais disons que c'est arabe, turc et persane. Mais la majorité, c'est d'origine arabe. Il y a 280 à peu près, mais vraiment sélectionnés. Et tout est vérifié depuis des siècles. Donc j'ai tiré le fil depuis Rabelais. Qu'est-ce qui vous a intéressé à faire ça, et d'abord combien de temps ça a pris? 4 années. Jour et nuit, je n'ai fait que ça. Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne pensais pas faire ce travail. Je pensais faire juste un répertoire. Et puis plus j'avançais dans mon travail, plus je faisais des découvertes et des choses qu'on nous a cachées. Même les dictionnaires les plus sérieux vous disent tel mot, moi aujourd'hui, vous disent tel mot vient de l'italien ou du provençal ou de l'espagnol sans aller plus loin. Et plus loin, c'est souvent l'arabe, effectivement, qui est passé essentiellement par l'espagnol, par l'italien, aussi par le provençal. Et quel est le ou les mots qui vous ont le plus marqué de ces mots d'origine arabe en français? Oh là, il y en a beaucoup là, vraiment, mais ceux qui me restent et qui étonnent toujours quand je fais mes conférences, c'est déjà arrobase. Le mot arrobase, qui était utilisé au 15e, 16e, 17e siècle en Espagne, au Portugal et dans les Pyrénées françaises, c'était une arroba. Donc c'est le quart, arroba en espagnol, et donc c'était une unité de mesure ou de poids. George Sand utilisait le mot arrobase, donc arabe déjà.
À part arrobase, il y a la raquette, hein, la raquette orange. Orange. Raquette, ça veut dire راحة اليد. C'est ça, rahat qui a donné raquette en français, mais c'est passé par l'espagnol. Et vous savez qu'il y a eu au Moyen-Âge le jeu de paume. Mais la paume, c'était la rahat. Exactement, donc la raquette. Il y a l'aventure du mot orange est super parce que les Arabes ont ramené de Perse le fruit et le mot, mais le fruit, l'orange amer. Naranj, c'était le mot qui est devenu orange. Et vous savez qu'il est resté aussi dans Orangina. Donc voilà. Mais quand vous voyez les dictionnaires arabes, orange se dit Portugal. Eh ben, c'est très simple parce qu'au XVIe siècle, les Portugais ont ramené l'orange douce de Chine. Au XVIe siècle. L'orange douce. Donc. Et curieusement, parce qu'au Maghreb, chez moi, en Algérie, l'orange se dit China. China comme Chine. C'est vraiment toute une péripétie pour arriver à un mot en fait. Un mot, c'est plusieurs pays, plusieurs langues. Et je vais juste montrer votre dictionnaire à la caméra. Donc c'est passionnant. Je vous conseille les téléspectateurs de l'acheter et de le lire. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à notre deuxième invité qui est avec nous ce soir et qui est Monsieur Moadad. Monsieur Moadad, vous êtes ici dans le cadre du Salon du Livre. C'est vrai que le livre, c'est l'écrit, mais c'est aussi les images. Vous êtes photographe et artiste visuel. بدك احكي عربي او مثل ما بدك فينا نكفي بالعربي، لكن معك انت كتاب كثير مهم هو تحولات بيروت، وكان امبارح لك مؤتمر عن هذا الشيء وعن ذاكره المدينه، يعني كيف الصور فيها تعبر بكتاب؟ هلا هيدا الكتاب هو الكتاب السادس اللي بعمله والكتاب الثالث عن لبنان. هالمره الكتاب فيه انه كمان نص كتير مهم اللي بخبر قصتي مع بيروت، اللي هي قصه كل الشباب والصبايا اللي من جيلي اللي خلقانين بال 64 وبالستينات يعني، واللي ما بيتذكروا بيروت قبل الحرب، بس اللي بيتذكروه واللي عايشينه من وقت ما خلقوا هو الحرب، انه بعد ما حدا منهم او منا قدر يوصل ل سلام ذاتي مع نفسه بالنسبة للبنان. يقول وهودي الصور بيفرجوا هيدا الشيء، شو هن صور شو؟ هودي الصور بيفرجوا التحولات اللي عاشتها بيروت بهال 27 سنة ابتداء من 85 لحد اليوم، وشو صار فيها بيروت وكيف تحولت وكيف تغيروا ناسها وكيف الأحداث اللي صارت أثرت على مجرى الأمور، وكيف إذا بدك الأغلبية الصامتة بتفكر وبتحس وبتشعر، لأنه بالنهاية الأغلبية صامتة. إذا اسمها أغلبية صامتة لأنها ما بتحكي. بقى أنا عندي هالانتنسيون إنه أحمل هالكلمات اللي دائما بنسمعها بالشارع والناس بيرددوها وبالبيوت ولما يلتقوا بلبنان وبضلهم إنه يشكوا عن لبنان. بتبين من الصور، يعني نحن عم نقول إنه كتاب هو كمان في يكون مؤلف من صور. إيه هلا الكتاب هيدا النص كتير مهم، هو صور. اللي انا لما بلشت صور بال 88 لبنان كبروفيشنال كمحترف لاجونس في بباريس، كنت اجي غطي لبنان وقتها كانوا يخطفوا كل الصحفيين الاجانب. بقى انا كنت شاب عمري 23 سنه واجي غطي بيروت واحداث بيروت، وبهالوقت هيدا مش بس غطي الاحداث اللي هن ناطرينها مني مثل الدم والقصف والدمار، بلشت اعمل شغله اسمها الوجه الاخر للحرب، وهيدا امتداد لحد اليوم لهالشيء. بس نرجع بنستضيفك غير مره تنفوت بكل التفاصيل، بس نحن بنحب نشير انه حضرتك مسؤول كمان عن الفونداسيون اغاب بور ليماج، هيدا شغله كثير مهمه، بنرجع بنستضيفك غير مره كمان لانه الوقت عم بدهمنا. نشكرك. بعد شغله انه المعرض هلا الكتاب يحوب بمكتبه البرج وفي سيناتور بتلاقي سامدي 3، وبعدين المعرض بالانستيتيو فرونسي ابتداء من 8 نوفمبر. ميرسي بوكو. كارين اتوا لانتين. مشاهدينا الكرام، بحب رحب باستوديو الام تي في مباشره من بيال بالكاتب الفرنسي فاروق مردمبي. Vous êtes auteur né à Damas en 1944 et vous êtes diplômé en droit et en sciences politiques et vous vivez en France depuis 1965. Vous avez publié beaucoup d'œuvres et donc aujourd'hui vous êtes là pour signer Notre France. C'est un ouvrage collectif où vous parlez de vos relations en tant que non-français d'origine avec la France. Et je voudrais aussi vous parler de votre premier livre que vous avez
publié en 1992 avec feu Samir Kassir, un grand écrivain et journaliste libanais, martyr du Liban, et itinéraire de Paris à Jérusalem, la France et le conflit israélo-arabe. Racontez-nous un peu cette coopération avec Samir Kassir. D'accord. C'était aussi un livre sur la France. Bien sûr. C'était sur la politique étrangère de la France Ouais. vis-à-vis du conflit israélo-arabe. C'était en 1986 ou 87. Samir et moi, nous travaillions ensemble à la revue d'études palestiniennes qui sortait à Paris. C'était un trimestriel important. Et nous avions décidé justement tous les deux d'écrire ce livre. Alors à l'origine, moi j'étais bibliothécaire, je travaillais comme bibliothécaire et je devais faire essentiellement de la documentation. Bien sûr. Et Samir, qui était un journaliste et qui avait beaucoup de facilité dans la rédaction, devait rédiger. Et puis une fois qu'on a commencé à travailler ensemble, il m'a dit non, non, ça ne va pas du tout, tu dois écrire. Et moi, j'avais à l'époque une peur de la feuille blanche, ce qui fait qu'il m'a beaucoup aidé. Il me forçait à écrire. Ah, d'accord. Il venait tous les matins pour Donc me donner... c'est lui qui vous a inspiré à écrire. Il m'obligeait. Et c'est Ouais. pour cela que, même avec la différence d'âge, je suis son aîné de 15 ans ou 16 ans, mais C'est- je c'est disais lui qui toujours, était votre voilà, je maître. disais toujours que j'étais son frère cadet Ouais. et que c'était lui qui me dirigeait dans l'écriture. En tout Alors cas, je c'est lui un suis livre exceptionnel. éternellement reconnaissant et je dois dire que je n'arrive pas à faire mon deuil de... Bien sûr, tout le Liban, Voilà. en tout cas tous les intellectuels, tous les Libanais ne peuvent pas faire le deuil de Samir Kassir. Depuis 1995, vous êtes donc directeur de la collection Sindbad et au fil des années, vous avez imposé des auteurs arabes dans le paysage littéraire français. Racontez-nous un peu comment vous avez pu faire ce gros travail. Oui. Alors, jusqu'aux années 70, il y avait très peu d'auteurs arabes traduits en français. Et c'est les éditions Sindbad, qui était une petite maison d'édition, qui avait déclenché ce mouvement à partir de 70, en donnant justement au public français les premières œuvres de Naguib Mahfouz. Ouais. Et quand Pierre Bernard, le directeur et le fondateur de Sindbad, a eu des problèmes financiers, C'est Actes sa Sud maison a qui été a rachetée acheté. par Ouais. Actes Sud. Oui. Et c'est à partir de 95 que j'ai commencé à travailler avec Actes Sud. Nous avons fait depuis peut-être 300 titres. Nous avons publié 300 titres, Pas mal. dont peut-être 200 traductions de l'arabe. Ça fait Et plaisir. je peux dire que même si on est très en retard sur le mouvement de la littérature arabe, mais il y a des auteurs arabes de premier plan qui ont été traduits en français durant cette période, grâce notamment à Actes Sud. Et parmi eux, il y a peut-être une dizaine qui ont une place dans le paysage culturel français. Bien sûr. Il y a des noms Très de connus. quelques auteurs qui ont leur place aujourd'hui Bien et sûr. qui se vendent bien. Il faut dire qu'il y a quelques-uns. En tout cas, bravo pour ce gros travail. Dans votre roman, dans votre récit, Notre France, l'ouvrage collectif que vous signez vendredi prochain aussi, c'est l'opinion et le témoignage de 3 auteurs dont 2 ne sont pas d'origine française. Chacun de vous définit ses relations vis-à-vis de la France, de sa géographie, de sa politique, de sa culture. Comment est née l'idée de ce livre? À vrai dire, l'idée est née en réaction à la campagne qui a été menée du temps du président Sarkozy sur l'identité nationale. Et cette campagne nous a beaucoup blessés tous les 3. Nous sommes des amis, mais nous avons chacun un itinéraire. Bien sûr, je veux dire que vous l'avez écrit avec Elias Samba et Edwy Plenel. Voilà. Et Edwy est né en France, mais il a passé son enfance en Martinique et son adolescence en Algérie. Elias est palestinien, il était réfugié avec sa famille Bien sûr, au Liban, ouais. puis il a émigré en France. J'ai eu l'occasion de Et moi, l'interviewer je suis aussi. syrien et Ouais. j'ai vécu en France à partir de 65. Donc c'était l'idée de montrer comment des gens qui ne sont pas nés ou bien qui n'ont pas été des Français typiques, des Gaulois comme on dirait, Ouais. comment ces gens-là appréhendent ce pays, comment ils ont appris ce Ouais. pays dans sa culture, dans sa géographie, dans Et son en 3 paysage. mots, en 3 mots, comment vous définissez votre relation aujourd'hui avec la France? Mais vous savez, je suis, bien entendu, les gens de la première génération comme moi ne peuvent jamais oublier leur identité d'origine. Donc je me sentais d'abord arabe et syrien, mais aussi français,
du fait d'abord de la culture française. J'étais au lycée français déjà de Damas. Donc vous connaissez bien la langue. Et puis j'ai vécu en France quand même plus de 40 ans. Et donc je me sentais aussi tout à fait intégré dans ce pays que j'aime. Bien sûr. Que j'aime et que je veux le plus grand bien de ce pays. Je veux dire que ce n'est pas une attitude de l'étranger, de quelqu'un qui passe. En tout cas, je me sentais chez moi en permanence et j'ai appris à l'aimer, sa géographie, son histoire. En tout cas, dans votre livre, Notre France, tout est clair et vous partagez vos avis avec vos deux confrères. En tout cas, bravo et félicitations pour ce livre. Merci et bonne beaucoup. chance pour la signature. Et merci d'être venu au salon cette année parce que ça fait 2 années on merci vous voit beaucoup. pas. Merci فاروق مهدان بي merci encore. Merci. Merci à vous. مشاهدينا الكرام تابعونا من بعد البريك. مشاهدينا الكرام بنرجع للقسم الثاني من حلقتنا اليوم مباشرة من معرض الكتاب الفرنكوفوني من بيال، وبحب استضيف الكاتب والقاضي بيتر جيرمانوس. أهلا وسهلا فيك. والكاتب الفرنسي العالمي Jean-Noël Pancrazi. Vous êtes le bienvenu, ça nous fait grand plaisir que vous soyez parmi nous. Vous êtes un romancier français d'origine corse et depuis 1962, vous vivez en France. Vous êtes membre du jury Renaudot depuis 1999 et vous avez déjà publié plus de 10 livres. Et vous allez signer donc La Montagne, mercredi 31 à 19h. Nous remarquons que dans la plupart de vos romans, nous retrouvons la Corse et l'Algérie, où vous avez vécu aussi, souvent en toile de fond. Pourquoi ? Parce que c'est ma vie, je suis né en Algérie et puis j'ai vécu pendant les années de guerre jusqu'à l'indépendance, jusqu'en 1962, date à laquelle je suis revenu en France. Enfin, je suis arrivé en France. Donc ce sont deux pays qui vous ont beaucoup marqué. Voilà, vous voyez l'Algérie, parce que c'est toute mon enfance, c'était une enfance pendant la guerre, pendant les événements. Donc la montagne, c'est... C'est aussi votre vie, la montagne, puisque vous parlez d'un garçon de 8 ans qui vit un grand drame. C'est votre vie à vous. Oui, c'est un livre très, très autobiographique et c'est l'histoire c'est un épisode pendant la guerre d'Algérie que j'ai connu avec des camarades qui avaient été emmenés dans la montagne et qui ne sont jamais revenus, qui ont été assassinés dans la montagne. Et ça faisait partie de la guerre d'Algérie, mais enfin, cela m'a particulièrement frappé. Ouais. Donc, et ce sont vos propres amis qui sont morts. Absolument, oui, c'est des petits camarades de classe. D'ailleurs, dans le livre, je les appelle toujours mes petits camarades. Et c'est une manière de leur rendre hommage aujourd'hui, tant d'années après. Ça fait plaisir. En tout cas, on a besoin d'écrire parfois pour faire le deuil. Oui. Et c'est une espèce d'autothérapie aussi quelque part. Votre roman, La Montagne, a reçu 2 prix déjà, le prix Méditerranée et prix Marcel Pagnol, le prix littéraire. Est-ce que c'est pour votre style d'écriture recherché? Vous croyez que vous avez reçu ces prix ou pour l'histoire que vous racontez ou pour les deux? Je crois que pour les deux et peut-être aussi, vous savez, ce sont 2 prix très méditerranéens. Ouais. Hein? Moi, je suis un Méditerranéen, je suis un homme du Sud, un enfant du Sud. Donc, j'étais très, très heureux de ces prix parce qu'ils me correspondent. Ils correspondent à ce que j'ai écrit, à ce que je suis. Et bon, vous voyez, c'est pour ça que j'aime le Liban aussi. J'aime Beyrouth. Pour moi, c'est... C'est pas votre première visite Non, c'est la 4e fois que je viens. Ça fait partie de mon univers. Ouais. Vous vous retrouvez ici parce que c'est la Méditerranée. Oui, je retrouve beaucoup de choses de mon enfance et puis je suis très à l'aise, vous voyez. حضرت الكاتب والقاضي بيتر جيرمانوس اليوم عم بتوقع كتابك الأخير اللي هو Les itinéraires manqués pour faire la paix au Liban. ليه هالكتاب علما انه اليوم نحن بعدنا يعني عم تحكي اليوم عن حلول لنوصل لسلام، علما انه يمكن الناس بعدها اليوم بحرب وما عم بتفكر انه السلام ممكن، يعني حتى الامل راح. ليه هالكتاب اليوم؟
أنا برفض واحد يفقد الأمل، يعني نعم. واحد له حق يفقد الأمل وقت يموت. نعم. وأنا بعتقد إنه السلام بيتطلب التزام مثل يلي بده يعمل حرب. نعم. السلام منه شيء طبيعي بالمجتمع، الديمقراطية والسلام منه شيء طبيعي. إذا اليوم المجتمعات الغربية تنعم بسلام وديمقراطية لأنه في حركة فكرية هائلة بداخلها من المؤرخين، من الفلاسفة، من السياسيين، من كل الناس اللي بتفكر بالمجتمع، اللي هي بترصد اتجاهات ومشاكل المجتمع وتجرب تحلها. فاليوم بدنا نفهم شغله انه بدنا نلتزم نحن نعم. بالسلام، بدنا نشتغل له. اكيد انا لانه الوقت ضيق عم تتحدث عن الفساد وعن الطائفيه وعن كل الامور اللي اليوم طاغيه على المؤسسات وعلى المجتمع اللبناني. هل هالشيء ما بده سنين طويله تيرجع على الخط الواحد، وخاصه حضرتك قاضي، يعني انت اليوم عم تقول قد ايه القانون مهم بكل هالامور. طبعا هو القانون كثير مهم. اذا يعني اليوم اذا بتفكري اعظم الحضارات هي الحضارات يلي عملها القانون. نعم. يعني الفتح الاسلامي قدر فرض نفسه لانه القران الكريم هو شرع، هو قانون. نعم. ونظم المجتمع بمرحله معينه. فدائما نعم. اي مجتمع اللي بيشرعوا عنده بحطوا اللعبه هي القوانين. نعم. انه شو اللي بينعمل وشو اللي ما بينعمل. نعم. ومفروض المجتمع يحترم هذه اللعبه اكيد تيقدر يشتغل مزبوط. ما في شك. اكو حال لي زيتينيغير مونكي بور فير لا بي. بتصور كتاب لازم يكون بمتناول كل لبناني. انا بتشكر حضورك معنا. جان دوال بونكرازي، ميرسي اوسي. ميرسي افو. مشاهدينا الكرام ننتقل لإلسا. وبجولتنا بين كل ستاندات المعرض الكتاب الفرنكوفوني نحن هلا قدام ستاند الاف دي ال فاكولتي دي لانغ. Bonsoir Nadine Riachi. Bonsoir Elsa. La faculté des langues, c'est la première fois qu'elle participe au salon. La raison est simple, elle vient de naître il y a quelques mois. Mais c'est quoi la faculté des langues? Oui, la faculté des langues vient de naître, elle date à peine de quelques mois. La faculté des langues, c'est un cursus en licence, en master et en doctorat pour devenir spécialiste des langues. Donc l'étudiant peut s'inscrire et au bout de 3 ans, il obtiendra sa licence en langue vivante et ensuite 2 ans de plus pour le master et 3 ans de plus pour le doctorat. Nous formons des spécialistes en langue, des animateurs de cours de langue qui pourront travailler dans le commerce, les langues, la gestion et les langues, le tourisme et les langues. C'est excellent. Et est-ce que vous avez des activités que vous êtes en train de montrer ici au stand? Oui, tout à fait. Pour le Salon du Livre, cette année, nous avons décidé de faire un concours. Si les langues m'étaient comptées, alors nous avons 2 possibilités, soit un dessin, soit un texte de 200 mots. Les élèves pourront choisir la langue qu'ils veulent, le français, l'arabe, l'anglais ou l'espagnol. Ils peuvent nous l'envoyer. Toutes les informations sont là sur la brochure. Et il y a un premier prix pour le dessin et un premier prix pour le texte. C'est excellent, vraiment beaucoup de talent dans ce salon du livre. Et nous passons maintenant à Madame Gina Aboufadel Saab. Vous êtes directrice de l'ETIB, l'école des traducteurs et d'interprètes de Beyrouth, qui fait partie de la faculté des langues. Mais ma question que je vais vous adresser est la suivante. En fait, à quel point il est important pour un traducteur et un interprète de lire? C'est primordial. La lecture est très importante pour un traducteur ou un interprète. Tout d'abord parce que le traducteur est avant tout un lecteur. Il doit savoir lire et lire beaucoup parce qu'il doit amasser une culture immense. Cette culture lui sera utile par la suite pour pouvoir aborder tout genre de textes auxquels il devra faire face dans son métier de traducteur. Bon, et est-ce que vous pensez que les étudiants que vous avez en interprétation, en traduction, est-ce qu'ils sont toujours passionnés pour le français? Parce qu'on sait que la langue A, c'est l'arabe à l'ETIB. Où est la place du français dans cette école? Dans la combinaison linguistique de l'école de traducteurs et d'interprètes, le français occupe la 2e place, donc c'est la langue B. Mais c'est aussi important que l'arabe, parce que la langue B est une langue active. C'est-à-dire que le traducteur doit être capable de traduire de cette langue et vers cette langue aussi. Donc c'est très important. Merci beaucoup pour cette entrevue, merci et bonne chance. Donc nous passons maintenant au break, rendez-vous dans quelques secondes.
مشاهدينا الكرام بنتابع لكن تغطيتنا معرض الكتاب الفرنكوفوني لبيال. بحب رحب بستوديوهات الام تي في بالمؤرخ الفرنسي Pierre Conessa. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes diplômé en histoire, vous avez étudié à l'ENA et au Centre des hautes études en armement. Ça c'est rare. Durant 20 ans, vous étiez haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Vous avez jusqu'ici publié un grand nombre d'ouvrages et vous signez au salon votre dernier livre, La fabrication de l'ennemi, ou comment tuer avec sa confiance pour soi. Hein, c'est dur ça. Depuis 8 ans, vous dirigez donc un important cabinet d'intelligence économique et vous êtes maître de conférences à Sciences Po et à l'ENA. Quelle est aujourd'hui la situation concernant l'armement dans le monde et surtout au Moyen-Orient, mais en quelques secondes? C'est une question très difficile. Au Moyen-Orient, il y a deux sortes de pays. Il y a des pays qui achètent des armes pour ne pas les utiliser, comme les pays du Golfe. Et puis il y a des pays qui achètent des armes pour les utiliser, comme la Syrie ou comme la Turquie. Voilà, si je dois faire une catégorie. C'est ça, exactement. Dans votre livre, La fabrication de l'ennemi, vous parlez de la disparition de l'URSS, l'ennemi soviétique, ce qui a entamé la cohésion de l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu ce qui était un élément structurant de la solidarité occidentale, qui était l'ennemi soviétique. Et donc on s'est trouvé pendant une dizaine d'années sans ennemi. Et comme je travaillais à cette époque-là dans les think tanks stratégiques de l'administration, quand vous avez pour mission de détecter un ennemi et que vous n'avez pas d'ennemi, vous risquez de perdre vos budgets, donc il fallait en inventer, si vous voulez. Ouais. Ce qu'ont fait les Américains pendant 10 ans. Ouais, je crois que c'est ça ce qui se passe en tout cas. C'est ce qu'ont fait les Américains en 10 ans, puis ensuite on a eu le 11 septembre et à ce moment-là, Bush a inventé le terrorisme et la prolifération. Donc ça se passe comme ça, les guerres. C'est la première fois qu'on fait la guerre contre des concepts. Et vous dites que... je voudrais vous poser cette question. Qui sont les faiseurs d'opinion et qui sont capables de fabriquer l'ennemi aujourd'hui? Moi, je suis parti de l'idée que, comme toute société a ses marqueurs, ses faiseurs d'opinion, c'est-à-dire ça peut être la hiérarchie religieuse, les intellectuels, etc. Mais on oublie toujours cette catégorie qui va définir l'ennemi, c'est-à-dire ceux qui vont dire nous sommes différents de l'autre. Bon. Ça peut être des intellectuels, des historiens, des géographes, des religieux, mais ça change selon les conjonctures. Et c'est ça qui m'a intéressé. Alors il y a des structures administratives publiques, il y a des structures privées, il y a des intellectuels. C'est un monde très composite que les Américains appellent les strategists. Et est-il vital de vivre dans un monde constitué de menaces, comme vous avez dit, et de risques et de peurs? Est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est vrai que depuis le début de l'histoire de l'humanité, avoir un ennemi est un bon moyen d'identification. Mais moi, je trouve que ce qui caractérise la période actuelle, c'est qu'on est capable de déconstruire l'ennemi. On est capable de faire la paix. C'est ce qu'on a fait avec les Allemands, nous, Français. Bon, on s'était fait 3 guerres, on a décidé d'arrêter. Donc, ce qui prouve que c'est possible. En tout cas, votre livre, il est très intéressant et je crois qu'il est unique en son genre. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir dans mon autre émission culturelle bientôt. Pierre Conessa, merci. Merci à vous. مشاهدينا الكرام بننتقل لإلسا لنشوف شو عندها مقابلة. دائما في اشياء جديده بمعرض الكتاب الفرنكوفوني يعني النشاطات عم تتوالى وحده ورا الثانيه. وهلا عندنا نشاط كثير مهم، مؤتمر رح ينعقد بعد بضع دقائق عن العلاقه بين فرنسا ولبنان، العلاقه بمجال الدين. ومعنا مسيو Antoine Nassaf, vous êtes philosophe et écrivain libano-français et vous participez à cette table ronde sur le lien religieux entre la France et le Liban. C'est-à-dire, je suis venu un peu voir ce que la vieille France, dans les traditions, a pu donner à ce Liban qui est aussi ancien, mais qui se renouvelle par cette langue. Et on dit spirituel, pas seulement du côté de la prière et de la religion au sens strict, mais la langue est aussi un effort spirituel, un effort de religion, parce que le français en Europe, nous le savons très bien, il a hérité des langues grecques et latines, il les a restituées et par là, il les a données au monde sous une forme universelle, tellement universelle qu'aujourd'hui les sciences, avec la langue anglaise bien sûr, sont enseignées avec cette langue. Et aujourd'hui les universités, surtout au Liban, on étudie les langues, la physique, la chimie dans la langue française parce qu'elle a pu porter cet universel. Mais quand nous savons, nous les franco-libanais, que cette langue grecque et latine a hérité de l'alphabet phénicien, c'est là où on voit que notre rôle de redevenir écrivain portant la langue française dans sa création nous ramène à des origines tellement fortes qui unifient toutes les civilisations. Et c'est pourquoi le français est une langue universelle, mais elle a fait la synthèse de toutes les autres évolutions pour les porter.
En tout cas, le lien entre la France et le Liban fait toujours partie de vos ouvrages. Vous avez une série d'ouvrages avec vous sur ce lien-là. On aura sûrement l'occasion de vous en parler plus tard. Nous devons passer maintenant à d'autres activités. Merci beaucoup, Monsieur Assaf, d'être avec nous. Et nous passons à notre deuxième invitée, qui est Madame Youmna Chakar-Ghraïb. Bonsoir. يمنى حضرتك عضو من جمعية الأفاج أسوسياسيون فرانكوفون دو جورناليزم أول سنة بتشارك بمعرض الكتاب، شو في نشاطات حلوة رح تصير بكرة والأيام القابلة؟ الأفاج مشاركة على جبهتين، أول شيء كصحفيين عم بغطوا المؤتمر كوكالة أخبار بتنشر بالعربي وبالفرنسي. بالعربي عم نعطي الوكالة الوطنية للإعلام وعم نعطي كمان جريدة النهار، وبالفرنسي عم نعطي الأوريون لو جور، وكمان نحن عنا أخبار خاصة لنا على السيت موقع الجمعية اللي هي afage-journalisme.com. من جهة تانية نحن كجمعية عنا مجموعة نشاطات. بكرة عنا نشاط كتير مهم نتأمل أنه الشباب يشاركونا عن صوت الشباب بالإعلام، إذا مسموع أو مش مسموع. يلي رح يدير النقاش هو الزميلة نضال أيوب، أستاذة جامعية وصحفية معروفة طبعا، ومعنا من الأوريون رولا دوغلاس، كمان معنا بيير رباط من الام تي في، معنا من السفير إبراهيم شرارة، معنا كمان جولنار دويك، ومعنا كمان كارمن لبكي اللي هي مخرجة كمان زميلتنا من الخريجين، رح يحكوا عن هالموضوع. اوكي، جود لاك يمنى لكل النشاطات، واكيد يعني بكره حلو هذا النقاش كثير. نتمنى انه المشاهدين يحضروا يكونوا موجودين هون. لا اما هلا بنبقى مع الكويز. لو كويز اس دي ال هو مسابقة كل يوم عم نسأل فيها سؤال، وكل يوم رح يكون في رابح، وبالآخر نهار الأحد الجاي 4 تشرين الثاني رح يكون في تيراج او سور، وبنشوف مين رح يربح جوائز قيمة جدا جدا. هلا سؤال اليوم هو التالي، بما أنه بكرة رح نلتقى بأشخاص شخصيات الأكاديمي غونكور، السؤال هو الثاني وهو qui en quelle année et pour quel ouvrage Amin Malouf a-t-il remporté le prix Goncourt? En quelle année et pour quel ouvrage Amin Malouf a-t-il remporté le prix Goncourt? عندي حوالي كثير اشخاص عبالهم يشتركوا ويشاركوا بهيدي المباراه. عبال نضوي شوي الكاميرا على التيشيرتات اللي لابسينهم الشباب هون كثير حلوين. اول شيء رح اسالكم بتعرفوا الجواب على السؤال؟ تقريبا شيء التسعينات. بالتسعينات أمين معلوف نال جائزة غونكور. إيه؟ ما بتعرف أي سنة؟ لا. بتعرف أي كتاب؟ يمكن لو روشيه دو تانيوس. برافو برافو، اوكي قربتوا كثير، بس ما حدا بيعرف السنة. لا 998 يمكن. لا تقريبا يعني، بس أنا بس بما انه قلت التسعينات وقلتوا لغوشيه دو تانيوس رح ربحكم لانه سؤال منه هين. برافو عليكم. من وين حضرتكم؟ جراند ليسي فرانكو ليباني. اوكي فيري جود. وهلا مين بده يربح؟ ما بعرف، انت وياه نص نص. اول شيء شو اساميكم؟ اسمي جان بيير غياض. اوكي اي صف؟ بروميير. وحضرتك؟ أنطونيا أبيجيب بروميير اوسي. فيري جود. رح نكتب اساميكم ونأيدهم منيح. ناطرينكم نهار الاربعاء اثنيناتكم تنعمل تيراج او سور ونشوف مين منكم رح يربح جوائز قيمه كثير بمسابقه لو كويز. ميرسي. ننتقل لكارين لنهايه الحلقه. مشاهدينا الكرام، أنا رح أكيد صار عنا 2 ربحين اليوم لمسابقة لوتور دو جور. عندي جوزيف تومي اللي رح يربح كتاب أنري لورانس إستوار أورينتال، لأنه هو كان لوتور دو جور أنري لورانس، وكارلا حايك اللي رح تربح كمان جايزة من ليبراري أورينتال. اليوم بنكون وصلنا على ختام حلقتنا، ومبسوطة كتير إنكم كتار عم تكونوا على هالموعد وعم بتوافونا أيضاً بآرائكم دائماً الإيجابية عن الحلقات الحلوة اللي بتجمع الثقافة والقراءة والمعلومات. وأيضاً بعطيكم موعد بكرة، لأنه هذا شيء كتير خاص، إنه بكرة بكتاب الساعة 12:03 رح تكون حلقة خاصة عن دكتور جميل زغيب اللي كتب كتابين بعيونه، لأنه عيونه هن الوحيدين اللي بيتحركوا بجسمه، لأنه الثقافة ما إلها حدود والثقافة ما إلها شروط. موعدنا بيتجدد بكرة، كونوا على الموعد.